Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sociologos. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir une invitée sur la chaîne en la personne d'Éléonore. Bienvenue à toi. Merci. Éléonore qui est doctorante en sciences du langage. Et ensemble aujourd'hui, nous allons explorer la manière dont s'influencent mutuellement la langue française et la société, la manière dont le langage... La dimension genrée de la langue influence nos représentations et nos perceptions. Tout à fait. Donc pour commencer cette vidéo, on a un petit exercice à vous faire. Il y a un petit scénario, on va vous laisser rentrer dans l'histoire. Un père et son fils partent en voyage à la campagne. Sur le chemin, ils ont un accident. Le père meurt, mais le fils survit et est amené à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, un chirurgien de garde se présente et dit « Je ne peux pas opérer, c'est mon fils ». Comment cette situation est-elle possible ? Alors la réponse à cette question, c'est en fait le chirurgien de garde. Alors ça peut être le mari, si on réfléchit dans une perspective d'un couple homosexuel, mais ça peut être aussi la mère de l'enfant, si on se place dans une autre perspective qui est celle de l'utilisation du masculin, ici le chirurgien de garde, pour désigner de manière entre guillemets neutre une personne, quel que soit son genre, donc que ce soit un homme ou une femme, et ici en l'occurrence une femme. Ce qui conduit donc à invisibiliser en fait la présence des femmes, notamment pour ce type de profession qui est une profession hautement valorisée dans notre société et dans laquelle les femmes sont sous-représentées. Donc là on voit bien que le fait d'utiliser le masculin comme généralité influence nos représentations puisque tout de suite, en fonction de comment vous avez réfléchi à cette énigme, si vous avez imaginé un homme ou si juste ça vous a bloqué dans comment cette histoire est possible, c'est bien parce que la langue ici au masculin vous empêche d'imaginer une femme chirurgien. Et en fait, donc, c'est une expérience qui est tirée de ce livre, Le cerveau pense-t-il au masculin, donc écrit par Gygax, Zufferet et Gabriel, et qui permet d'explorer un petit peu justement ces rapports entre langage et pensée, et la question de est-ce que notre langue, la langue française, qui est extrêmement genrée et binaire, peut influencer nos représentations. Et notamment, en fait, la question principale que pose ce livre, c'est cette utilisation du masculin avec sa valeur qu'on appelle générique, c'est-à-dire pour parler au pluriel d'un groupe composé d'hommes et de femmes, par exemple. En quoi est-ce que ça influence nos représentations des groupes dont on parle ? C'est-à-dire, si je vous parle d'un groupe au masculin, par exemple, si je vous dis les musiciens, est-ce que vous allez imaginer spontanément un groupe composé uniquement d'hommes ou un groupe composé d'hommes et de femmes, dans quelle proportion, etc. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose auquel c'est super difficile d'avoir accès. Évidemment, on ne peut pas avoir accès comme ça aux représentations des personnes. Et donc, c'est ce que fait un peu la psycholinguistique pour chercher des dispositifs méthodologiques, en fait, pour essayer d'avoir accès un petit peu à ces représentations par des méthodes scientifiques, en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, mais en fonction des systèmes linguistiques, nous, en français, c'est vrai qu'on a un genre, mais c'est pas le... Oui, on a deux genres en tout cas dans la langue française, mais c'est pas le cas dans toutes les langues. Et forcément, ça influence la manière dont on se représente les choses. En français, on a un système qui est fondé sur deux genres, avec la fameuse règle qu'on a toutes et tous entendue à l'école de le masculin l'emporte sur le féminin. Et on a tendance à se dire, je pense que c'est une règle de grammaire, c'est comme ça, alors que c'est quelque chose qui est construit finalement. Oui, tout à fait. C'est une règle qui n'a pas toujours été la seule utilisée dans la langue française. On parle beaucoup aujourd'hui de l'accord de proximité. Donc, c'est le fait d'accorder un adjectif avec le dernier nom, le nom le plus proche en fait dans la phrase. Donc, typiquement, au lieu de dire en français les hommes et les femmes sont beaux, avec l'accord de proximité, on pourrait dire les hommes et les femmes sont belles, femme étant le mot le plus proche de l'adjectif. C'est un accord qui existait déjà dans la langue française à peu près jusqu'à la Renaissance. Qu'est-ce qui a fait qu'on est passé de cet accord, en tout cas ces types d'accords un peu différents, si j'ai bien compris, il n'y en avait pas qu'un, mais voilà, à aujourd'hui la règle vraiment stricte de on accorde au masculin quand il y a un groupe avec même 99 femmes et un homme.
Est-ce qu'il y a eu un moment précis dans l'histoire où ça a été entériné par la loi? Alors en fait, on parle beaucoup du XVIIe siècle, qui est un moment où, notamment avec la création de l'Académie française et on va dire le pouvoir symbolique accordé à des grammairiens, il y a un discours sur la langue profondément misogyne qui se met en place, et notamment avec cette célèbre formule de Vaugelas: le genre masculin étant le plus noble, doit prédominer toutes les fois que le masculin et le féminin se trouvent ensemble. Ça date de 1647. Il y a vraiment on va dire une volonté misogyne ici de valoriser le masculin au détriment du féminin. Après, il faut aussi relativiser l'importance de ces discours-là, parce que la langue, elle est faite des usages des locuteurs et des locutrices avant tout. Avant la législation, avant les dictionnaires. Il y a eu ce discours misogyne qui a pris quand même une place très importante, notamment dans l'enseignement aussi de la langue française, dans les écoles. Comme tu disais, cette phrase « le masculin l'emporte sur le féminin », je pense que c'est plus quelque chose qui se dit tel quel dans les écoles aujourd'hui. On ne le formule pas de cette manière-là, parce que c'est une manière de formuler qui est sexiste. Mais voilà, cette règle continue à être enseignée. Il y a une deuxième logique qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que les langues évoluent continuellement, et elles évoluent en fait en se simplifiant de plus en plus. Donc on peut aussi voir cette prédominance du masculin dans la langue, avec cette idée que le masculin serait aussi un genre neutre, en fait, que le masculin pourrait à la fois désigner le masculin et des hommes dans la langue, mais aussi avoir ce pouvoir de représenter la neutralité. Et ça peut aussi être interprété comme la simplification progressive de la langue, peut-être même vers une langue qui, au bout, n'aurait plus de genre et n'aurait que le masculin qui serait un genre neutre. C'est notamment d'ailleurs ce qui a été fait, il me semble, en Finlande, où il y a eu une suppression par l'État du féminin pour essayer d'éviter ces représentations spécifiques. Alors du coup, on évite les représentations spécifiques, mais en choisissant le masculin. Et d'ailleurs, les études de psycholinguistique en Finlande montrent que les représentations en fait, spécifiques n'ont pas complètement disparu non plus. En fait, qu'on a toujours tendance à se représenter des hommes majoritairement malgré la suppression du féminin en fait. Parce que du coup, à l'inverse, on pourrait se dire qu'on pourrait justement choisir le féminin pour essayer de valoriser davantage, mais si l'usage l'emporte et qu'on utilise plus le masculin, par exemple, est-ce que c'est la même chose, quand tu dis simplification, est-ce que c'est la même chose par exemple pour les noms de métiers qui, on le voyait au Moyen-Âge, avaient plus de noms avec des équivalences féminines, par exemple, on disait, il me semble, doctoresse ou physicienne, et au fur et à mesure, c'est des mots qui ont disparu. Est-ce que c'est là aussi la simplification dans ce sens, où on va garder un seul terme, le masculin, pour englober les deux praticiens et praticiennes? Là, il me semble que cette logique-là, elle est beaucoup plus difficile à admettre, l'idée que ce soit une simplification. Ouais. Parce que, pour le coup, la langue française, elle reste quand même profondément genrée et binaire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que justement, jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, il existait vraiment, concernant les noms de métiers, un mot masculin et un mot féminin, suivant un système très régulier en fait, de binômes, de pairs, qui était régulier, logique, etc. Là pour le coup, ce qui nous montre que c'est pas une simplification générale de la langue, c'est la différence en fait sociologique, dans le sens où cette suppression des termes féminins n'a concerné que les professions valorisées, intellectuelles ou artistiques, en fait. Sociales et symboliques. Exactement. C'est-à-dire que vraiment le mot boulangère n'a jamais disparu, alors que le mot autrice, oui. Donc le mot autrice, qui fait beaucoup parler, me semble-t-il, existait en fait dans la langue française au Moyen-Âge. Oui, tout à fait. Et donc ça, c'est notamment l'étude de Aurore Evin. On pourra peut-être mettre des articles en description, qui a vraiment fait un gros travail pour montrer d'où vient ce mot et comment il a évolué depuis le latin. Parce que même en latin, on avait auctor, auctrix, qui a évolué ensuite en autrice de manière tout à fait régulière aussi dans la langue en fait. Et là encore, j'ai un petit passage d'anthologie, un peu plus tardif, donc ça date de 1801, donc on est vraiment au tout début du 19e siècle. Et donc c'est Sylvain Maréchal qui écrit un projet d'une loi portant défense d'apprendre à lire aux femmes. Donc on se situe quand même sur un contexte très particulier. Et donc il écrit « Pas plus que la langue française, la raison ne veut qu'une femme soit auteur. Ce titre, sous toutes ses acceptions, est le propre de l'homme seul. » Donc on voit vraiment que cette évolution en faveur d'une disparition du mot autrice qui s'est faite pour le coup dans les dictionnaires et qui
petit à petit à influencer la société. C'est vrai que tout à l'heure je disais l'important c'est l'usage, etc. Et il faut relativiser l'importance des dictionnaires ou des discours sur la langue, mais bien sûr qu'ils ont quand même un impact aussi, et que le fait qu'on ne puisse pas trouver le mot autrice dans le dictionnaire a peut-être aussi influencé son effacement progressif de la langue française. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, les premiers mouvements, alors ce qu'on appelait à ce moment-là de féminisation de la langue, mais aujourd'hui des chercheuses comme Eliane Viennot disent qu'il faudrait plutôt parler de démasculinisation de la langue. Ce processus donc, qu'on appelait à l'époque de féminisation de la langue, en fait a commencé au Québec, avec des féministes qui se sont dit mais c'est pas possible en fait de ne pas avoir d'équivalent féminin pour certains mots, et qui pensaient à ce moment-là, comme il n'y avait pas encore eu ces études sur l'histoire de la langue, que ces mots-là n'avaient pas existé. C'est de là qu'est né le néologisme auteureux, avec un E à la fin. Et en fait, tous ces néologismes viennent du Québec, ingénieureux, professeureux. Donc en fait, ce néologisme, peut-être pour, si tu veux expliquer ce que c'est... des nouveaux mots. Voilà, un mot nouveau qui est inventé, voilà, qu'on peut dater, on va dire, un mot récent. Exactement. Donc c'est vrai que auteureux, par exemple, si on vous demande « Non, mais tu veux pas, à la place d'autrice, dire auteureux ?» Vous pouvez répondre « Mais c'est un néologisme, voyons, moi j'utilise le mot qui vient du latin. » Après, le fait que ce soit un néologisme, donc un mot nouveau, c'est pas forcément un problème en soi. L'argument comme quoi autrice est un mot plus ancien peut aussi être contesté. Enfin, c'est pas forcément un argument qui a valeur d'autorité absolue. Parce que le terme auteur, en fait, c'est quand même relativement bien diffusé, notamment au Québec, au Canada francophone. Auteureux, ingénieureux, professeureux, etc. Ouais. C'est des termes qui ont été très utilisés. Cet argument historique, il parle en fait beaucoup aux francophones. L'idée de se dire c'est quelque chose qui existait déjà dans la langue, je pense que ça a une portée pour le légitimer, ça c'est sûr. Après, de mon point de vue aussi d'enseignante de français, c'est aussi un terme qui est peut-être à privilégier par rapport à auteureux, dans le sens où il correspond à la logique de la langue. C'est-à-dire que vous avez peut-être vu ces collages, on dit acteur, actrice. Pourquoi on ne dirait pas auteur, autrice ? C'est-à-dire qu'en effet, les noms de profession en teur dans la langue française font trice sous leur forme féminine. C'est un système grammatical entériné, on va dire. Donc, de ce point de vue-là, autrice correspond aussi à un système plus logique que auteureux, qui fait là encore un petit peu exception. Et le troisième argument dans ce débat, si je puis dire, je ne sais pas s'il y a vraiment débat entre auteureux et autrice, mais c'est une question qui s'est posée en tout cas quand même dans la société, c'est la question de la sonorisation. Bien sûr. Parce que, en fait, quand on dit une auteure, alors avec l'article on entend, mais le féminin est un peu plus discret. Par exemple, si on dit l'auteur du livre, à l'oral, on ne sait pas si c'est l'auteur ou l'auteureux. Exactement. Voilà. Du coup, avec autrice, le son est présent, et je pense que c'est pour ça que ça crispe certaines personnes qui peuvent être un peu réfractaires à l'idée d'utiliser autrice, c'est que, oui, c'est un féminin assumé en quelque sorte. Ouais, exactement. Et dans cette logique de visibiliser les femmes, et en particulier les autrices oubliées, c'est vrai que la sonorisation peut aussi avoir un impact plus important, le fait qu'on entende à l'oral la différence et qu'on entende qu'on parle bien d'une femme. Une fois qu'on a dit que la langue avait évolué de telle manière à ce que maintenant elle soit sexiste du fait de l'invisibilisation par l'usage ou par les règles du féminin, quelles sont les manières qu'on a aujourd'hui de rendre justice aux femmes en quelque sorte et d'inclure davantage les femmes dans le langage ? Il y a eu un mouvement en fait évolutif. Alors, comme je vous le disais, tout a commencé au Québec, il faut le dire. Clairement, elles ont été précurseuses par rapport aux Françaises sur cette question-là. Majoritairement au début sur la création du coup de nouveaux noms de métiers au féminin. Donc ça a été un premier mouvement assez important qui s'est développé au Québec du coup dès les années 70. En France aussi, il a commencé à avoir un peu de recherche sur cette question des rapports entre les mots et les femmes. C'est un ouvrage de Marina Iagello qui date de 74, si je dis pas de bêtises. Donc, on se situe à peu près au milieu des années 70. Ces réformes concernant la féminisation ou la démasculinisation des noms de métiers, elles ont été très très vite adoptées par les institutions, notamment au Québec, par l'Office québécois de la langue française qui les a recommandées, puis assez rapidement dans les années 80 aussi par la Belgique et la Suisse. En France, en gros au milieu des années 1980, il y a une commission de terminologie qui est créée avec Benoît de Groux,
qui est chargé donc de créer en fait de réfléchir à la création de néologismes concernant les noms de métiers féminins. Mais en fait, cette commission, elle est très très vite critiquée, dévalorisée par l'Académie française. Est-ce que juste avant qu'on parle de l'Académie française, je peux te poser une question ? Oui, bien sûr. Comment ça se fait que ce soit au Canada francophone, en Suisse et en Belgique, qu'on ait mené ces réflexions avant le pays dont le français est la langue officielle unique, on va dire ? Je pense que c'est une vaste question. Je pense que justement, la France est assez prisonnière, notamment de l'Académie française, en fait, concernant la réglementation, on va dire, de l'usage. C'est vrai qu'en fait, ça s'explique beaucoup par notre histoire. La langue française est intimement liée à la création de la République. On le sait assez peu parce qu'en fait, on nous parle beaucoup de Villers-Cotterêts, le moment où la langue française devient la langue de l'administration. J'ai peur de partir un peu loin dans cette réponse, mais bon. T'inquiète pas. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on en a fait un peu un mythe du moment où ça y est, en France, tout le monde va parler français, etc. Alors qu'en fait, c'était pas du tout le but de cette réforme. Le but de cette réforme, c'était au contraire de garder cet usage du français pour une élite et pas du tout de le démocratiser et de l'enseigner à la population française. Parce que jusque-là, la population française parlait plein de langues régionales, de dialectes, etc. Exactement. C'est finalement pas du tout une période où le français devient la langue du peuple français. Par contre, c'est quelque chose qui se produit à la Révolution française. Pour le coup, là, ça accompagne en fait le projet de démocratisation de la France et en fait, pour encourager la population française à participer à la vie civique, enfin les hommes de la population française. Bon, c'était un peu une belle idée qui finalement a mis pas mal de temps avant d'être vraiment mise en application. Et dans sa mise en application même, il y aurait aussi beaucoup de choses à redire parce que en fait, la diffusion de la langue française et de l'enseignement de la langue française à toute la population, en particulier aux couches les moins aisées de la population, c'est accompagné de la répression en fait, des langues minoritaires aussi. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, cette question des langues régionales, c'est une question qui est très sensible en France. On le sait assez peu, mais en fait, la France est un des seuls pays, peut-être même le seul, qui a refusé de signer la charte des langues régionales et minoritaires en Europe. Et en fait, ça accompagne l'idée que les langues minoritaires favoriseraient le communautarisme et donc la division de notre société et de notre République. Par opposition à l'universalisme républicain révolutionnaire. Exactement. Okay. Et en fait, c'est l'argument qui est aussi invoqué pour lutter contre le langage inclusif. C'est Jean-Michel Blanquer qui l'a parfaitement illustré dans un de ses tweets. Il y a une seule langue française, une seule grammaire, une seule république. C'est un discours sur la langue qui est émis ici par notre ministre de l'Éducation nationale, qui est de vraiment dire l'unité de la nation dépend aussi de l'unité de la langue. Et ce faisant, il présente aussi implicitement le langage inclusif comme une autre langue qui ne serait pas du français, ce qui est quand même aussi une question intéressante. C'est comme si le fait de... Alors, je pense qu'il ne parle pas ici de la féminisation des noms de métiers, mais plutôt des stratégies pour éviter l'utilisation du masculin pluriel pour parler d'un groupe mixte, notamment avec le fameux point médian. Je pense que c'est plutôt ce à quoi il fait référence quand il s'attaque ici à l'écriture inclusive. Et donc c'est intéressant parce que implicitement, il présente ça comme étant quelque chose qui n'est pas du français, qui serait comme une autre langue qui viendrait menacer l'unité de la République. Alors même que, en tant que sociologue, tu peux en parler aussi, tout le monde ne parle pas du tout le français de la même manière. Mais le français auquel fait référence Jean-Michel Blanquer dans ce tweet, c'est le français de l'Académie française, dont tu parlais tout à l'heure. Oui, tout à fait. Donc l'Académie française, parce que du coup on a fait une très grande parenthèse avec ma question, mais l'Académie française, en tant qu'institution, est-ce que tu peux nous rappeler brièvement ce que c'est et à quoi ça sert ? Alors l'Académie française, donc, elle a été créée au XVIIe siècle par le cardinal Richelieu. C'est vraiment un projet idéologique qui est au service du pouvoir royal et qui est d'enrichir la langue française, qui est à cette époque-là considérée comme la plus belle, la plus pure, etc. Et donc il s'agit de l'enrichir, de la rendre encore plus belle, encore plus pure. Et du coup, les académiciens et académiciennes, y en a-t-il ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, en tout cas aujourd'hui, très peu de linguistes, voire aucun.
Je me demande s'il n'y en a pas un qui est rentré très récemment, mais voilà, en tout cas, c'est une institution qui accueille en son sein en particulier des écrivains et quelques écrivaines, des membres du clergé, plus généralement des intellectuels et surtout aussi des hommes politiques et des enfants de personnalités politiques. Mais du coup, leur mission, qu'est-ce que c'est à l'époque actuelle ? Alors, à l'origine, comme leur mission, c'était d'enrichir et de cadrer, on va dire, enfin de donner des règles à la langue française, ils étaient censés écrire un dictionnaire, une grammaire et, il me semble aussi, une poétique, donc de manière assez régulière. Sauf que jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'il y a eu une seule grammaire qui a été publiée au début du XXe siècle, mais qui a été complètement décriée par les linguistes. Et sinon, donc, l'Académie française publie un dictionnaire. Mais alors, on peut dire que c'est vraiment les plus lents à publier un dictionnaire. Donc là, ils sont encore en train d'écrire la nouvelle édition. Donc autant vous dire que quand elle sera publiée, elle sera déjà obsolète. Enfin, on va dire, elle ne permettra pas de faire entrer des termes qui sont pourtant courants aujourd'hui dans le vocabulaire. Donc on peut aussi se demander à quoi on les paye. Parce que cette institution, elle coûte cher en fait. Disons que l'Académie française, depuis le début, dans ses missions, elle a un rôle prescriptif. Donc l'idée qu'elle va créer des termes, créer des règles, un rôle en fait comme si c'était une institution qui devait légiférer sur la langue, alors qu'aujourd'hui les dictionnaires revendiquent plutôt d'avoir une vision descriptive. C'est-à-dire que le but n'est pas d'imposer un mot dans l'usage, puisque on voit bien que c'est l'usage qui prime avant tout. Par exemple, quand Covid est apparu dans la langue, le fait que l'Académie se soit prononcée sur la Covid alors que l'usage majoritaire était le Covid. Ouais, exactement. Donc tout ça pour dire que l'Académie française est à la fois l'institution qui régit les règles du français, enfin, qui en tout cas en a la prétention, voilà, mais qui est plutôt réfractaire au changement par l'usage et j'imagine aux nouvelles propositions un peu alternatives ou dissidentes concernant la grammaire et le vocabulaire français. Oui, c'est aussi parce que, comme je disais, elle est tellement lente qu'en fait, elle n'a pas non plus l'occasion de vraiment faire rentrer des nouveaux usages dans ces dictionnaires, voilà, vu le temps que ça met. Après, bon, ça commence tout doucement à arriver aussi jusqu'aux sphères de l'Académie française. Et notamment en 2019, donc l'Académie a fini par publier une circulaire concernant la féminisation des noms de métiers. Mais voilà, en 2019, alors qu'au Québec, en Suisse, en Belgique, ça fait depuis les années 80, voire 90, que ça a été entériné d'un point de vue institutionnel, quoi. Oui. Et donc, le fameux point médian, on en parlait tout à l'heure, crispe pas mal nos amis académiciens. Et académiciennes, peut-être. Et pas que. Tout à fait. Alors bon, le point médian, si on revient rapidement sur cette polémique, en fait, la polémique, elle est née en France en 2017 avec la publication d'un manuel d'histoire des éditions Hatier qui utilisait le point, alors même pas le point médian, d'ailleurs le point bas, le point final, dans certains de ses titres. Mais c'était vraiment en plus quelque chose de très très marginal à l'échelle du manuel. Et en fait, ce manuel a été publié en utilisant ce type de formulation. En tout cas, c'est comme ça qu'il l'a justifié, en disant qu'il respectait les recommandations du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc ça, vous pouvez le consulter, on mettra peut-être aussi un lien. En 2015, le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes a publié un guide de rédaction inclusive dans lequel il recommande donc plusieurs choses, notamment le fait, donc la féminisation des noms de métiers, mais aussi par exemple le fait d'utiliser d'utiliser l'expression droits humains au lieu de dire droits de l'homme. En fait, il y a plusieurs propositions. Mais aussi le fait d'utiliser ce qu'on appelle des doublés, c'est-à-dire de dire le mot au masculin et au féminin pour montrer qu'on parle bien d'hommes et de femmes et pour lutter contre les biais de représentation sexistes dont on a déjà parlé, qui peuvent arriver quand on parle d'un groupe en utilisant le masculin et sa valeur soi-disant neutre, mais qui en fait crée des biais de représentation. Par exemple, les musiciens et les musiciennes, les chercheurs et les chercheuses, etc.
Exactement. Donc il y a eu un petit peu un encouragement à utiliser plus ce type de formulation. Les doublés, on voit que ça peut être un vrai enjeu dans le langage pour lutter contre ces biais de représentation sexiste. Mais voilà, il y a eu des critiques qui ont été formulées, notamment sur la lourdeur que peut introduire ce qu'on appelle la féminisation des textes, donc le fait de rajouter ces doublés. Et à ce moment-là, donc, il y a eu cette proposition donc, du point médian. Donc, le point médian, c'est un point qui n'est pas utilisé en fait, dans la langue française, mais qui est utilisé dans d'autres langues, dans d'autres systèmes, et qui est en fait qui se situe au milieu de la ligne, à peu près à l'équivalent de la barre du E. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle médian, parce qu'il est au milieu de la ligne. Mais en fait, depuis très longtemps, on utilise en France les parenthèses. Par exemple, sur les anciennes cartes d'identité, c'était écrit « né oui, c'est vrai. avec né le entre parenthèses. Et personne n'a jamais crié au scandale de l'écriture inclusive des anciennes cartes d'identité. Ça restait les femmes entre parenthèses, pas trop... Exactement, donc c'est pour ça aussi que les féministes ont critiqué cette utilisation des parenthèses en disant que bon... c'était certes une avancée dans la visibilisation du féminin dans la langue, mais que symboliquement, c'était pas un symbole très positif parce qu'il contribuait encore à enfermer les femmes, les parenthèses. Exactement. Ouais. Et les parenthèses en français, c'est ce qu'on utilise pour parler de quelque chose qui est moins important dans la phrase. Donc on restait toujours sur cette connotation un petit peu péjorative. En fait, il y a eu aussi des propositions, par exemple, avec les tirets. Donc il y a les tirets, les points bas, les points médians. Bon, en fait, toutes ces propositions visent uniquement donc à abréger les doublés. C'est-à-dire que voilà, au lieu d'écrire les musiciens et les musiciennes, vous pourriez écrire les musiciens.nes, mais le prononcer simplement les musiciens et les musiciennes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu cette crispation. Je pense que c'est intéressant de parler d'abréviations, parce que ça permet de les mettre sur le même plan que toutes les abréviations qu'on a dans la langue française, du type quand vous écrivez monsieur et que vous écrivez M. Vous ne lisez jamais ça, M. Dupont. L'argument de dire les musiciens.en, c'est illisible, etc. En fait, c'est l'origine de ce système qui est un tout petit système dans le grand ensemble du langage inclusif. C'est seulement pour simplifier à l'écriture et pour raccourcir le système des doublés. Voilà, exactement. Par exemple, au Canada, on a plutôt préconisé l'utilisation de ce qu'ils appellent là-bas le langage épicène. Donc, c'est-à-dire, au contraire, de chercher non pas à valoriser le féminin dans la langue, mais plutôt à invisibiliser les marques de genre masculin. Donc, par exemple, ça va être l'emploi de termes comme dire la direction au lieu de dire le directeur ou la directrice de l'établissement. Des mots du type journaliste, artiste, ce sont des termes épicènes en français. Donc, universitaire pour nous, par exemple. Exactement. Donc, le langage inclusif, et notamment les propositions féministes de noms épicènes, de féminisation des noms de métiers, également de points médians, etc., ça vient de cette volonté de rétablir un équilibre sur l'utilisation du féminin et du masculin dans la langue. Oui, exactement. En très résumé. Il y a un truc dont on voulait absolument parler avec Éléonore dans cette vidéo, c'est une proposition assez radicale qui a été faite par une artiste française de proposer ce qu'elle appelle la féminine universelle. Cette militante féministe qui a théorisé et créé la féminine universelle, elle s'appelle Tiffany Day, elle est comédienne. Et pour expliquer son choix, elle a écrit un texte que je vais vous lire rapidement. La féminine universelle consiste en l'invention d'une grammaire féministe impertinente, de mots inventés comme famage, qui a sûrement dû exister par là passé, ou encore nous et vous pour rassembler la peuple des femmes, les sorcières et les anniversaires pour fêter notre sororité et toute autre liberté féministante qui semblera signifiante ou émancipatrice à l'autrice ou simplement qui lui plaira. En effet, les instigateurs de la masculinisation du langage sous Richelieu ne s'étant pas encombrés de logique ou d'objectivité dans leur sinistre tâche, nul n'y est à son tour tenu dans la riposte. Par ailleurs, la féminine universelle, débridée, insurgée, insubordonnée, se trouve en constante évolution et n'est pas restreinte par des règles strictes, si ce n'est celle de toujours être porteuse de sens allant vers les intérêts des femmes, donc en lutte féministe radicale intransigeante contre toute forme des violences ou d'arnaques masculinistes et misogynes. Donc la féminine universelle, on comprend, c'est une proposition artistique et comme elle le dit, qui se veut provocatrice
et révolutionnaire. Vous l'avez peut-être entendu dans la manière dont j'ai lu le texte et aussi vous l'avez vu sous vos yeux, avec une orthographe et une prononciation, une féminisation à l'extrême des mots qui choquerait notre cher Jean-Michel Blanquer et les académiciens. Tout à fait. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est cette idée d'impertinence aussi. Et voilà, c'est un projet qui, dans ce manifeste, en tout cas, apparaît clairement comme un projet de lutte féministe contre les formes de violence masculine aussi. Ce qui est intéressant, c'est que cette féminine universelle, c'est pas seulement quelque chose de déclaratif qu'elle a annoncé comme ça un beau jour, c'est qu'elle a fait tout un spectacle dans laquelle elle utilise la féminine universelle. Et cette proposition linguistique, elle a aussi été utilisée dans la rédaction d'un livre qui a donc été publié, imprimé avec la féminine universelle. Et si on suit la logique de c'est l'usage qui fait la langue, eh bien, dans notre usage, il y a eu un livre publié à la féminine universelle. Ce livre, c'est Héroïne de la rue, de la militante féministe Marguerite Stern. C'est un livre qui ne parle pas particulièrement de la féminine universelle. C'est un livre dans lequel elle décrit son parcours militant. C'est donc une femme qui est passée par les Femmes et qui est la créatrice des collages contre les féminicides. Je vous mets quelques informations dans la barre d'infos. Mais en tout cas, Marguerite Stern, au tout début de son livre, elle annonce qu'elle va écrire son livre selon la règle de la féminine universelle en collaboration avec la créatrice Tiffany Day. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'en fait, elle explique même qu'elle trouverait ça illogique et immoral d'écrire un livre qui prône la féminisation d'un espace, celui de la rue, en ne féminisant pas en même temps celui qui me permet d'exprimer mes idées. Donc c'est assez intéressant cette idée qu'elle fait le lien en termes de cohérence en fait entre son propos et la langue qu'elle va utiliser pour décrire son action de féministe. Et elle précise même, parce que la langue a cette fonction structurante et normative pour la pensée, nous ne penserons pas féminine tant que nous ne parlerons pas féminine. Donc en faisant le lien entre la langue et la pensée et en montrant donc l'importance, voilà, ce dont on parle depuis tout à l'heure, des biais sexistes dans nos représentations, c'est vraiment la raison pour laquelle elles vont utiliser donc cette règle de la féminine qui l'emporte sur la masculine. Et ce qui est intéressant, c'est que cette féminine universelle, en fait, elle se déploie, je dirais, sur 3 terrains. D'abord, un terrain plutôt lexical, donc la question du vocabulaire. Tiffany Day le dit dans le texte que tu as lu tout à l'heure. La féminine universelle, elle consiste en l'invention de mots comme famage, donc l'équivalent du terme hommage, mais qui désignerait en fait un hommage envers une femme, donc le famage. Et c'est intéressant, je trouve, parce que ce type de néologisme permet de mettre en lumière l'omniprésence des références aux hommes dans notre langue aussi, jusque dans ces mots comme hommage, dans lesquels on ne voyait pas peut-être la référence à l'homme. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elles vont à la fois utiliser les travaux donc, de chercheuses comme Aurore Evin ou Eliane Viennot sur l'histoire de la langue et sur les anciens mots féminins qui avaient disparu de nos pratiques langagières. Donc notamment, c'est elles qui ont vraiment contribué à revaloriser les termes autrice, peintresse, philosophesse. Philosophesse, on se demande bien pourquoi ce terme a été supprimé par les académiciens. Et donc pour aussi remettre ces termes un petit peu au goût du jour et les employer dans un discours féministe. Il y a 3 terrains, on va dire, sur lesquels la féminine universelle se déploie dans l'invention. Le lexique, mais aussi la grammaire. Et donc c'est là aussi que ça devient peut-être plus subversif. On a vu avec toutes nos histoires sur la démasculinisation des noms de métiers à quel point ça avait déjà été un combat difficile en France, à quel point la remise en question de cette règle du masculin qui l'emporte sur le féminin, entre guillemets, avait été aussi difficilement acceptée en France avec cette histoire du point médian. Là, elles vont beaucoup plus loin. Tiffany Day, elle propose plusieurs choses différentes. Premièrement, quelque chose qui me semblait intéressant, c'est qu'elle genre les pronoms qui ne sont pas genrés au féminin. Donc comment dire, okay. En français, on a des pronoms genrés, il, elle, au singulier, au pluriel. On a aussi des pronoms non genrés, donc tous les autres, je, tu, on, nous, vous. Ce qui est intéressant, c'est que avec la féminine universelle, Tiffany Day, Marguerite Stern et toutes les personnes qui l'utilisent vont proposer de nouvelles versions des pronoms, notamment nous, vous, toi, donc écrites avec un E. Donc il y a les pronoms et il y a aussi les adverbes. Elle féminise des adverbes comme par exemple « je vous accueille chaleureusement » ou alors « immédiatement ». Immédiatement, exactement.
Donc en rajoutant ce E, là encore, comme avec les pronoms, ce qui est intéressant pour moi, c'est ce choix de la marque du E. En fait, si on regarde la langue française, le E n'est pas forcément une marque du féminin. Il y a plein de mots féminins qui se terminent par un E, mais il y a aussi plein de mots féminins qui se terminent pas du tout par un E. Par exemple, tous les mots en sion en français sont féminins. L'administration, etc. C'est intéressant parce que là, elles reprennent un cliché, exactement. Elles reprennent en fait un cliché qu'on a sur la langue. Je pense aussi que ça a une certaine efficacité parce que vu que c'est un cliché qui est partagé, quand on entend chaleureusement au lieu de chaleureusement, tout le monde peut se dire ah bah elle féminise en fait. Du coup c'est efficace dans le sens où les gens comprennent tout de suite quelle est la démarche. Du coup dans la grammaire il y avait aussi autre chose. C'est un dernier point mais qui est vraiment intéressant. C'est la question du il impersonnel ou unipersonnel qu'on utilise par exemple quand on dit il pleut, il fait beau, etc. Donc c'est un il qui est considéré comme neutre dans le sens où il ne désigne pas une personne. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un petit peu le point de départ de Tiffany Day, en tout cas c'est comme ça qu'elle le raconte, pour la création de la féminine universelle. C'est qu'elle voulait écrire un spectacle sur les contes et qu'elle ne pouvait pas commencer son spectacle en disant « il était une fois ». Ah bah oui. Parce que dès le premier mot, pour elle, dans cette réflexion sur la langue et ses connotations et les représentations qu'elle pouvait induire, on était directement dans le masculin. Et c'est là aussi, voilà, ce qui est intéressant, c'est que ce « il », comme on disait, il ne désigne pas une personne qui fait une action, il ne désigne pas une personne tout court, mais c'est la même forme que celle qui permet au singulier de désigner un homme, par exemple. Et du coup, elle dit quoi pour « il était une fois » ? Et du coup, elle dit « elle était une fois ». Donc ça, c'est pour le terrain de la grammaire. Et la troisième stratégie qu'elle utilise, c'est celle du changement dans les expressions. Elle dit d'ailleurs elle-même les expressions anciennement misogynes, mais aussi racistes, spécistes, validistes, oppressives en fait, d'une quelconque manière. Par exemple, il faut rendre à Cléopâtre ce qui est à Cléopâtre. Donc en détournant l'expression « rendre à César ce qui est à César ». Là encore, ça lui permet de mettre en lumière toutes les références masculines qu'on peut avoir dans nos expressions. Elle dit aussi, par exemple, au lieu de dire « c'est pas sorcier », c'est pas sorcière. Évidemment. C'est aussi dans une logique, on va dire, dans l'approche féministe de revalorisation de la figure de la sorcière. Voir la vidéo. Ça paraît un petit peu anecdotique comme ça, mais en fait, c'est tout un ensemble de mots qui structurent notre imaginaire aussi. Et toutes ces expressions qu'on emploie sans même vraiment y penser, qu'on apprend telles quelles, quand on les renverse et qu'on les repense au féminin, on se rend compte que quand même ça en crée des représentations différentes. Ça fait appel à un autre type de représentation derrière. Un autre imaginaire en fait. Donc pour résumer, la féminine universelle, c'est une proposition subversive, impertinente comme le dit Tiffany Day, qui a pour but de nous montrer l'omniprésence du masculin et des hommes dans la langue française, mais également l'absence des femmes et du féminin dans la langue. C'est une proposition qui a pas pour objectif de devenir la langue nationale française. C'est vraiment dans le but d'interpeller et de nous faire questionner un peu plus les mots et les expressions qu'on utilise au quotidien. Ouais, exactement. Donc, j'espère que si vous ne connaissiez pas, ça vous rend un peu curieux d'aller vous renseigner davantage sur le sujet. Pour autant, c'est pas la seule proposition qu'il y a pour le langage plus inclusif. Oui, exactement. Il y a aussi des propositions qui visent plutôt à diminuer la présence du genre dans la langue. Notamment, on en parlait tout à l'heure, les propositions de langage épicène, mais aussi des propositions subversives, là encore, qui visent plutôt à abolir cette binarité des genres qui structure la langue française entre le masculin et le féminin, et pour laisser de la place à d'autres identités de genre. Donc, notamment, le nouveau pronom « yel » qui est rentré dans le dictionnaire en ligne Le Robert. Qui a déchaîné les foules. Exactement. Et qui permet à la fois de désigner une personne quel que soit son genre, donc c'est la définition proposée par Le Robert, dans le sens où ça permet de parler d'une personne dont on ne connaît pas le genre ou dont le genre ne serait pas important, mais ça permet aussi de désigner les personnes qui ne se reconnaissent pas dans la binarité de genre du masculin et du féminin portée par la langue française. Et d'ailleurs, ce pronom, il a aussi une fonction d'abréviation. Au lieu de dire il et elle ou ils et elles font quelque chose, c'est aussi utilisé pour dire yel font ou yel fait. Donc merci beaucoup Éléonore d'avoir partagé la scène Sociologos avec moi aujourd'hui. C'était vraiment super intéressant de t'écouter parler de tout ça.
J'espère que ça vous a plu derrière votre écran. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à nous dire ce que vous avez pensé de nos propos en commentaire. On a vraiment hâte de vous lire. J'espère encore une fois que ça vous a plu. Je vous retrouve très vite pour une autre vidéo sur Sociologos.